Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mon nom est Brice, et aujourd'hui on va parler du palais de Versailles, d'un roi passionné de design et qui a très mal fini, d'un spa au bord de la faillite et de la plus longue rupture de stock que IKEA ait connue. Bienvenue dans l'histoire du style gustavien. Alors si je vous dis design scandinave, vous allez évidemment penser à des meubles aux lignes simples, épurées, du bois clair et des intérieurs lumineux. Mais bien avant le design scandinave contemporain, la Suède avait déjà développé un style qui lui était propre. Un style bien particulier, né dans les palais royaux et les demeures aristocratiques du XVIIIe siècle, inspiré par la France et l'Italie, mais qui allait acquérir son identité propre typiquement suédoise. Et ce style porte le nom d'un roi suédois, Gustav III, que j'appellerai Gustave III dans cette vidéo. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors Gustave III, il a régné de 1771 à 1792, un règne assez court. C'était un souverain passionné d'art, d'architecture, de culture française, et il a contribué à transformer les intérieurs suédois. À l'époque, c'est le style rococo qui domine à la cour suédoise, et il va laisser progressivement place à ce qu'on va appeler le néoclassicisme, avec des formes plus droites, plus symétriques, inspirées de l'Antiquité. C'est la base, c'est la naissance de ce qu'on va appeler le style gustavien. Ce style ne va pas s'arrêter à la fin du règne de Gustave III. Le gustavien va perdurer, survivre aux différents changements de régime au XIXe, au XXe siècle, et surtout devenir l'une des influences majeures du style traditionnel suédois. À tel point que 2 siècles plus tard, IKEA va lui consacrer une collection entière, travaillée en collaboration avec les spécialistes du patrimoine suédois. Alors comment ce style, inspiré des cours européennes du XVIIIe siècle, est-il devenu l'une des composantes les plus importantes de l'identité décorative suédoise? Et que reste-t-il aujourd'hui de nos jours de cet héritage dans les meubles IKEA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais pour cela il faut remonter un petit peu en arrière à la Suède du XVIIIe siècle. Alors, l'histoire rapide que vous avez peut-être déjà entendue, c'est de dire que Gustave III se rend à Paris, visite le château de Versailles, tombe amoureux du mobilier et le ramène à Stockholm. Fin de l'histoire, fin de vidéo, merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine. Non, évidemment, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que ça. Car lorsque Gustave III accède au pouvoir en 1771, la France influence déjà la cour depuis très longtemps. Sa mère, la reine Lovisa Ulrika de Prusse, est elle-même une grande passionnée d'art et de culture. Lorsqu'elle s'installe dans le palais royal de Drottningholm au début du XVIIIe siècle, elle en fait l'un des centres intellectuels et artistiques les plus importants du royaume de Suède. Et dans ses appartements, le style dominant, c'est celui que retrouve dans les cours européennes de l'époque, le rococo. Et un homme va jouer un rôle très important dans cette évolution du rococo vers le néoclassicisme, Jean-Éric Reyne. Jean-Éric Reyne, il est dessinateur, graveur, architecte. Aujourd'hui, on dirait qu'il est designer. Reyne dessine pratiquement tout. Les meubles, les papiers peints, les tissus, l'argenterie, la porcelaine et même les éléments d'architecture. Il a fait une grande partie de ses études en France, où il a francisé son prénom. À l'origine, c'était Johan Henriksson, et c'est devenu Jean-Éric. Et en 1755, la reine Ulrika lui confie une grande mission. Elle lui finance un voyage de 16 mois à travers la France et l'Italie pour qu'il s'inspire justement de ces nouveaux styles émergents et qu'il puisse les ramener en Suède. À son retour, il apporte de nouvelles idées et commence à modifier l'architecture et le mobilier des appartements royaux. Donc on le voit, le passage du rococo vers le néoclassicisme se fait bien avant l'arrivée de Gustave III. Le gustavien ne va pas apparaître brutalement comme une nouvelle mode. Il va naître progressivement de la rencontre entre les traditions suédoises et les nouveaux styles de décoration européenne. Et le prince Gustave grandit dans cet environnement particulièrement cultivé. Lorsqu'il accède au trône en 1771, il veut faire de la cour suédoise l'une des grandes cours culturelles européennes. Et évidemment, son modèle, c'est la France, c'est Versailles. Versailles, c'est la référence internationale en matière d'art de vivre, de mode, de mobilier et de décoration. Le roi Gustave III se rend à Versailles, découvre ses intérieurs et il est totalement subjugué. Lors d'un dîner dans la salle à manger du roi de France, il va être particulièrement intéressé par une chaise. Il va alors demander à l'un de ses ébénistes, Johan Peters Mansnerus,
de réaliser des copies en version simplifiée pour la cour de Stockholm. Cette chaise va être produite à 48 exemplaires seulement. Et 2 siècles plus tard, c'est cette même chaise qui servira de modèle pour Ikea pour créer sa chaise gustavienne appelée Alunda. Cette petite histoire résume finalement le mécanisme qui va donner naissance au style gustavien. On observe un modèle européen prestigieux, on conserve ce qui en fait son élégance, et on simplifie sa fabrication en l'adaptant à la Suède. Parce que la Suède de Gustave III, ce n'est pas la France de Louis XVI. La Suède n'est pas un pays riche, elle ne possède pas les mêmes ressources, elle ne possède pas les mêmes talents, la même expertise auprès des ébénistes. Donc il est faux d'imaginer que les Suédois ont simplement copié le mobilier de Versailles à l'identique. Les modèles français vont servir de base, mais vont être réinterprétés, simplifiés, tout en gardant leur quintessence. On simplifie les lignes, on aplatit les meubles, les pieds sont simplifiés, les meubles deviennent plus symétriques, plus rationnels. Les ornements ostentatoires sont remplacés par des médaillons, des feuilles de laurier, des choses qui vont être plus simples à créer et à fabriquer. Mais il faut aussi balayer une autre idée reçue. Le mobilier gustavien, il n'est pas rustique, il n'est pas pauvre. Il est simplifié seulement. Les grands ébénistes suédois vont faire un travail extrêmement sophistiqué. D'ailleurs, Gustave III va inviter beaucoup d'ébénistes français pour venir former les ébénistes suédois pour créer au mieux le style gustavien. Et donc à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, la fabrication artisanale du mobilier suédois atteint des sommets artistiques. Et avec le temps, les artisans suédois vont commencer à produire de plus en plus de meubles avec leurs propres pattes, avec leurs propres techniques, mais de façon moins coûteuse. Et ces meubles iront au départ dans les résidences aristocratiques, puis de la noblesse, et ainsi de suite. On va vraiment partir de la maison royale jusqu'aux demeures les plus modestes, toujours en conservant et en simplifiant, mais en conservant l'esprit du style gustavien. Et c'est cette capacité à simplifier un style prestigieux sans en perdre son élégance qui en fait l'une des grandes forces du style gustavien. Comme souvent dans l'histoire de la décoration, les grandes transformations démarrent au sommet de la société. Donc très vite dans les demeures de la noblesse suédoise, le style rococo est remplacé par le style gustavien. Les formes créées pour la cour vont être reprises, mais adaptées, simplifiées. Les bois précieux vont être évidemment remplacés par du pin, beaucoup moins cher. Mais pour masquer ceci, on va utiliser de la peinture qui va vraiment masquer complètement et couvrir le bois, ce qui est très nouveau pour l'époque. Et c'est grâce à ça que le gustavien sort du cercle de l'aristocratie et commence vraiment à se populariser, à se démocratiser. C'est probablement la raison essentielle de la longévité du style gustavien. C'est parce qu'il devient progressivement plus qu'un style royal. C'est une manière suédoise de créer le mobilier. Le règne de Gustave III va s'arrêter brutalement. Jusqu'à présent, je vous ai présenté Gustave III comme un roi amoureux des Lumières, passionné de culture et de la France. Ce qui est vrai. Mais c'était également un roi très autoritaire, un despote qui avait repris les pleins pouvoirs et écarté une grande partie de la noblesse. Et cette partie de la noblesse va se rebeller et comploter contre lui et l'assassiner un soir de 1792 alors qu'il assistait à un bal masqué à l'Opéra national de Stockholm. Si vous voulez en savoir plus sur Gustave III et la fin de son règne, je vous renvoie à cet excellent podcast de Franck Ferrand, le lien est dans la description. La mort du roi Gustave III ne signifie pas la fin du style gustavien. Déjà, parce que c'est son fils Gustave IV Adolphe qui va lui succéder, même si son règne à lui aussi va être plutôt court, puisqu'il va être destitué en 1809, mais ça c'est une autre histoire, on y reviendra dans une autre vidéo. Mais on l'a dit, le style gustavien va continuer à évoluer et aller de plus en plus vers le néoclassicisme. Et même si les temps des rois de la maison de Gustave sont terminés, ceux de leurs meubles vont perdurer. Donc à l'inverse de beaucoup de modes décoratives, le style gustavien n'a jamais vraiment disparu du paysage suédois. D'abord parce que énormément de meubles, de tableaux et d'objets décoratifs ont été préservés, des collections complètes dans l'ensemble des demeures royales. Mais aussi et surtout parce que le style gustavien avait déjà largement quitté les palais et s'était répandu à travers toute la Suède. Et on l'a dit, les formes gustaviennes vont progressivement être utilisées de plus en plus dans les meubles du quotidien. Et toujours avec des méthodes de fabrication simplifiées. Et c'est là où l'histoire devient paradoxale, puisque ce style, né de Versailles et des cours européennes prestigieuses, finit avec le temps par devenir quelque chose de profondément suédois.
Des meubles relativement simples, des proportions plutôt équilibrées, des décorations présentes mais contrôlées, une grande importance donnée à la fonctionnalité et surtout une volonté de créer quelque chose de beau sans disposer de moyens considérables. Cette simplicité du gustavien se rapproche des principes qui marqueront plus tard le design suédois du XXe siècle. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le design scandinave moderne ne descend pas directement du mobilier de Gustave III. Si vous voulez connaître l'histoire du design scandinave, j'en ai fait une vidéo, le lien est dans la description. Le gustavien transmet cette idée qu'un meuble peut être élégant sans être ostentatoire. Et cette idée, 2 siècles plus tard, va intéresser une entreprise suédoise dont la philosophie, elle aussi, est la démocratisation du mobilier. Cette entreprise, c'est bien sûr Ikea. Mais avant de vous présenter en détail la collection gustavienne d'Ikea, on va regarder ce qui compose réellement le style gustavien. Et juste avant ça, c'est le bon moment pour vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, si vous aimez mon contenu et si vous voulez me soutenir pour m'aider à développer cette chaîne et pouvoir vous proposer de plus en plus de contenu qualitatif, n'hésitez pas à liker, à commenter, c'est important. Même un petit smiley, ça suffit. Ça aide au niveau du référencement de YouTube. Donc, likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça compte énormément pour moi. J'en ai très besoin. Donc, un grand merci d'avance. On retourne à la vidéo. Pour comprendre le gustavien, le plus simple est de le comparer au style qui le précède. Dans le mobilier rococo, les lignes sont souvent très courbes, les pieds des meubles galbés, les dossiers des sièges arrondis, les décors asymétriques. Les sculptures peuvent représenter des coquilles, des feuillages ou des formes végétales très mouvementées. L'ensemble donne une impression de mouvement presque permanent. Avec le gustavien, cette logique commence progressivement à disparaître. Les meubles se redressent, les lignes deviennent plus nettes, les pieds deviennent droits et souvent légèrement fuselés. Et la symétrie devient également beaucoup plus importante. Une commode gustavienne est généralement très structurée, les tiroirs sont alignés, les panneaux clairement dessinés. Même chose pour les sièges, où les dossiers peuvent être ovales, rectangulaires ou parfois constitués de barreaux très fins. Les accoudoirs deviennent plus simples, les pieds sont visuellement plus légers. Tout semble plus rationnel, mais cette simplicité ne veut pas dire absence de décoration. On va retrouver des feuilles de laurier, des guirlandes, des rosaces, des médaillons, des motifs souvent inspirés de l'architecture grecque et romaine. La différence est donc assez simple à comprendre. Le rococo cherche davantage le mouvement et l'exubérance. Le gustavien cherche davantage l'équilibre, la proportion et la symétrie. Et c'est probablement cette évolution qui explique pourquoi certains meubles gustaviens peuvent encore nous sembler étonnamment contemporains aujourd'hui. L'une des images les plus populaires du gustavien aujourd'hui, ce sont des meubles aux formes classiques, mais peints dans des couleurs très claires. Des meubles gris pâle, blancs ou beige légèrement patinés. Cette recherche d'intérieur clair, c'est une caractéristique très forte de la décoration suédoise, un pays dans lequel la lumière naturelle devient très rare pendant une partie importante de l'année. Mais il n'y a pas que des meubles clairs. Dans les intérieurs aristocratiques, le mobilier peut être extrêmement luxueux. On ajoute des éléments en bronze, en laiton, des poignées, des entrées de serrure, des ornements. Autrement dit, le gustavien de la cour est loin d'être un mobilier rustique. Mais à côté de ce mobilier, il existe une production beaucoup plus simple qui contribue le plus à l'image que nous avons du gustavien aujourd'hui. Car lorsqu'on ne dispose pas de bois précieux, une solution beaucoup plus économique consiste à utiliser un bois ordinaire, puis à le peindre. Les textiles également jouent un rôle majeur, et ici encore, le niveau de richesse dépend évidemment du propriétaire. Dans les résidences aristocratiques, on peut retrouver des soieries, des damas ou des tissus particulièrement raffinés. Mais les fibres plus naturelles occupent également une place importante. Le lin notamment est profondément associé à la tradition textile suédoise. On trouve des tissus unis, mais aussi des rayures, des carreaux ou des motifs floraux. Les sièges peuvent être recouverts de textiles relativement colorés. Les fenêtres disposent de rideaux, les lits sont souvent entourés de tissus. Et le textile permet d'apporter une chaleur indispensable à des intérieurs dont l'architecture et le mobilier deviennent progressivement beaucoup plus rigoureux. Les miroirs jouent eux aussi un rôle très important, notamment parce qu'ils permettent de réfléchir la lumière. Ils sont souvent hauts et relativement étroits, et leurs cadres peuvent être peints, sculptés ou dorés. Les bougies restent alors la principale source d'éclairage artificiel. Un grand miroir placé derrière ou à proximité d'un chandelier permet donc de multiplier la lumière. C'est autant une solution esthétique qu'une solution pratique. Et c'est encore une fois une caractéristique intéressante du style gustavien.
La beauté et la fonction sont rarement complètement séparées. On fait un bond dans le temps de 2 siècles, on se retrouve au début des années 1990 et Ikea va lancer une collection de meubles gustaviens. Mais comment on en arrive là? Cette histoire commence assez loin des magasins Ikea dans un lieu appelé Medevibrunn. Fondé en 1678, Medevibrunn, c'est le plus ancien établissement thermal de Suède. C'est un petit village historique composé de dizaines de bâtiments avec du mobilier ancien et des intérieurs préservés depuis plusieurs siècles. Mais au début des années 90, l'entretien est de plus en plus coûteux et Medevi risque d'être vendu, avec le risque de voir se disperser une partie du mobilier et de son patrimoine. Le Riksantikvarieämbetet, l'Office national du patrimoine suédois, va participer à sa préservation. À sa tête se trouve Margareta Björnstad. Elle va avoir alors l'idée d'appeler plusieurs mécènes, dont Ikea et son fondateur Ingvar Kamprad. Mais Ingvar Kamprad, ce n'est pas le genre de personne à donner de l'argent sans rien avoir en retour. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Ikea a un projet qui semble parfaitement correspondre. On est à l'approche de 1993, la date du 50e anniversaire d'Ikea, et la marque souhaite créer une collection qui mettrait à l'honneur les racines historiques du mobilier suédois. Ce qui est décidé, c'est que Ikea va aider financièrement Medevi, mais en contrepartie, le patrimoine suédois va apporter sa collaboration pour que Ikea puisse créer une collection de véritables reproductions de meubles suédois du XVIIIe siècle. Pour chaque modèle historique sélectionné pour intégrer la collection d'Ikea, Medevi recevra 85 000 couronnes, ce qui correspond aujourd'hui avec l'inflation à peu près 20 000 euros. Le projet devient une opération de sauvegarde du patrimoine, mais aussi une collaboration commerciale. Et pour garantir le sérieux historique, l'Office national du patrimoine suédois fait intervenir Lars Sjöberg, historien de l'art et conservateur au National Museum de Stockholm. Son travail consiste à aller rechercher dans les châteaux, les manoirs, les collections suédoises, des meubles authentiques du XVIIIe siècle susceptibles d'intégrer la collection Ikea. Car c'est ça qui est très important. Ikea ne cherche pas à reproduire des meubles qui ressemblent à du gustavien. Ikea va reproduire à l'identique des meubles de l'époque gustavienne. On retrouve évidemment la chaise Alunda, la fameuse chaise que le roi Gustave III avait repérée à Versailles, mais aussi le lit à baldaquin Skatmense, le lustre Sturehof, la table Krogstad, ou encore le miroir à bougie Meunier, inspiré d'un original de 1777, créé par Nicolas Meunier, un grand artisan spécialiste des miroirs. Toutes les reproductions sont contrôlées et validées par Lars Sjöberg avant de pouvoir recevoir l'approbation du patrimoine suédois. Mais pour Ikea, c'est un véritable défi, car Ikea veut créer des meubles à l'identique, tout en maîtrisant ses coûts, car on doit pouvoir les vendre à des prix Ikea. Ikea va devoir adapter certains matériaux, comme retirer le mercure dans les miroirs par exemple, ou encore travailler avec des mousses modernes dans les assises, mais toujours garder des techniques artisanales sur la finition des meubles. On se retrouve dans un compromis mi-industriel, mi-artisanal. Et pour cela, Ikea va faire appel à des petits artisans, à des ébénistes, à des fabricants de meubles locaux qui vont manuellement faire toutes les finitions nécessaires sur les meubles. Ikea prend aussi une décision assez inhabituelle, aucune fausse patine. Les meubles doivent avoir l'air neuf comme si on les achetait en 1793. Les meubles ne doivent pas avoir l'effet d'être vieillis. La peinture ne doit pas être faussement écaillée, le tissu faussement délavé. L'objectif est de montrer à quoi auraient pu ressembler ces meubles lorsqu'ils étaient neufs au XVIIIe siècle. Et c'est en juin 1993 que Ikea présente cette collection à Roskilde, un petit village près de Älmhult, lieu du siège social d'Ikea. Le nom complet de cette collection, c'est Svensk 1700 Tal på Ikea, ce qui veut dire le XVIIIe siècle suédois chez Ikea. Et le succès de cette collection est immédiat et incroyable. Ikea n'avait pas prévu que les produits se vendraient aussi vite et aussi bien, si bien qu'il n'y a même pas de stock pour pouvoir les présenter ailleurs qu'en Suède. Tout disparaît en quelques semaines. Mais du fait de cette conception mi-industrielle, mi-artisanale, Ikea va faire face à la plus grande rupture de stock de son histoire. Ikea va relancer une production pour couvrir non seulement la demande du marché suédois, mais aussi la demande de l'ensemble du marché européen. Car jusqu'à présent, ces meubles n'avaient pas encore franchi les frontières de la Suède. Donc il va falloir 4 ans de production de stock pour que tous les artisans aient le temps de travailler et de finir de consolider ces stocks, toujours sous la validation de l'Office national
du patrimoine suédois. Et c'est en 1997, 4 ans après le lancement original, que Ikea relancera, cette fois-ci de façon internationale, la collection gustavienne, la collection le XVIIIe siècle chez Ikea. Je ne le redirai pas une deuxième fois en suédois. Et c'est ce qui rend cette histoire assez remarquable au final. Une collection née en partie pour contribuer à préserver un patrimoine historique suédois qui va permettre à des milliers de gens de pouvoir acheter chez Ikea des reproductions authentiques de meubles destinés autrefois aux palais royaux et aux demeures aristocratiques. 2 siècles après Gustave III, Ikea venait à sa manière de démocratiser une seconde fois le mobilier gustavien. On va maintenant découvrir l'ensemble de cette collection gustavien par Ikea. Évidemment, pas de prix, pas de termes techniques. Ces produits ne sont plus à la vente. Néanmoins, ils restent encore très demandés sur le marché de l'occasion et leur cote aujourd'hui reste très élevée. On commence avec le fauteuil Medevi qui tire évidemment son nom du spa de Medevi-Brunn. C'est là que se trouvait le fauteuil qui a servi de base. Le canapé Svengsund est lui basé sur un modèle original de 1790. Son design, très fonctionnel, paraît encore très moderne aujourd'hui. Björnsholm est une table à thé en aulne massif. Les plateaux de ce genre de table ronde, venus d'Angleterre, peuvent se rabattre quand on ne les utilise pas. Krogstad est une table d'appoint également rabattable. Elle était disponible en brun, en gris et en jaune clair. C'était à l'origine une table de jeu. Alistad est une table dont le but est de servir le thé. C'est pour ça que son plateau est amovible. On voit encore dans le dessin de ses pieds l'influence du rococo. Voici le bureau Österbybruk qui existait en noir ou laqué jaune. Ekolsund, c'était l'une des toutes premières bibliothèques conçues pour les foyers les plus modestes. Skatmanso est un lit à baldaquin avec canopée et rideaux en tissu d'époque. C'est au début du XVIIIe siècle que sont apparues les tables de chevet en Suède. Au départ, elles servaient à ranger le pot de chambre, comme pour le modèle Sandbro. Et à la fin du XVIIIe siècle, les commodes ont définitivement remplacé les malles et les coffres comme rangement principal de la chambre. Au XVIIIe siècle, la Suède découvre l'impression des tissus, technique venue des Indes. Cela permet d'obtenir des motifs colorés, lumineux et variés. On a parlé de l'importance des miroirs avec bougeoirs pour diffuser la lumière. Nicolas Meunier était l'un des grands maîtres miroitiers du XVIIIe siècle. Bergsladen est une table à double rabat, avec un côté arrondi et un côté droit. Il suffisait d'en placer 2 côte à côte pour faire une longue table assez grande pour 12 convives, et pouvoir la ranger rapidement pour transformer la pièce en salle de bal. Voici la fameuse chaise Alunda que le roi Gustave III a vue au château de Versailles. Ces détails sont très précis. À noter que les chaises étaient vendues soit laquées, soit en bois brut, pour pouvoir la faire patiner naturellement. Deuxième chaise de cette collection d'inspiration française, la chaise Odensluda se distingue par ses motifs gravés en feuilles d'alcanthe. Fresta est la troisième chaise gustavienne. On distingue bien ici le passage au néoclassicisme avec les pieds cannelés qui rappellent les colonnes romaines. La table à double rabat est l'une des inventions phares du XVIIIe siècle. Les petites, comme Alunda, servaient de table de jeu ou bien de bureau. Céllereux est un buffet qui peut également servir de secrétaire. Inspiré des modèles anglais du XVIIIe, celui-ci possède un rangement supérieur qui est amovible. Le chandelier Sturehof porte encore des traces du style rococo français, avec ses multiples motifs en verre, en forme de feuilles, de diamants ou de marguerites. Le service à vaisselle Neilika en porcelaine feldspathik comprend des motifs floraux, tous peints à la main. La façon de dresser les couverts à la française arrive en Suède au XVIIIe siècle. Auparavant, c'est la cuillère en argent qui était l'indicateur de la richesse et du statut du foyer. Seuls les fourchettes et couteaux avaient des poignées en bois. Quant au verre à trinquer,
En vert, ils sont totalement démocratisés au XVIIIe avec les modèles soufflés à la bouche de très haute qualité. Toujours à la recherche de lumière, les bougeoirs muraux ou taposés sont une nécessité. Le modèle mural est clairement inspiré du classicisme français. Le candélabre peut lui se transformer en bougeoir pour une ou trois bougies. Ses branches sont en rococo et le pied cannelé très néoclassique. On arrive à la fin de cette vidéo. Il reste une dernière question à poser. Que reste-t-il du style gustavien aujourd'hui chez Ikea? Eh bien, pas grand-chose. Il n'y a plus aucun meuble gustavien aujourd'hui chez Ikea. Aucun qui mériterait d'être estampillé et validé par l'Office national du patrimoine suédois. Mais si on regarde attentivement, si on s'intéresse de près à certaines formes, certains designs, certaines couleurs, il subsiste quelques petites traces très subtiles. Ça fait partie du style suédois traditionnel, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à travailler dessus pour vous fournir ce contenu. Alors, c'était un gros travail, certes, mais je pense que le résultat en valait le coup et que cette histoire méritait d'être racontée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retenu. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce que vous connaissiez l'histoire du style gustavien et de Gustave III? Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, mettez-moi Gustave III, Gustave III, en commentaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager cette vidéo si vous avez des gens qui sont peut-être passionnés d'histoire, pas forcément de design, mais cette vidéo peut les intéresser, donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour faire grandir cette chaîne. Les algorithmes de YouTube sont de plus en plus compliqués et difficiles à cerner, donc j'ai vraiment besoin d'un maximum de soutien pour faire grandir cette chaîne. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.